Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Si vous venez de vous joindre à nous, je vous dis encore une fois bonjour. Merci de suivre cette émission, je vous le rappelle, qui met l'accent sur les réalités africaines. En fait, on parle de la diaspora africaine ici même à Montréal. Aujourd'hui, nous sommes, comme vous le voyez, en plein centre-ville de Montréal. Nous sommes au centre Africa, un centre dirigé par en fait, des religieux canadiens, des prêtres canadiens qui font un travail absolument extraordinaire sur le continent africain et particulièrement au Congo. Aujourd'hui, nous recevons un médecin, un virologue, un spécialiste, le docteur Jean-Jacques Muyembe, qui est virologue congolais. Ce médecin est entre autres la personne qui a trouvé le vaccin en fait, de cette maladie très grave qu'on appelle l'Ebola. Il est entre autres le directeur général de l'Institut national de recherche biomédicale de la République démocratique du Congo. Voici ce que nous avons préparé. Moi, je m'appelle André Manbombo, je suis d'ici, je m'occupe des amélaniques au sein du Centre canadien de sensibilisation à la mélanisme. On est heureux de recevoir le docteur dans ces lieux. On n'a aucun mérite de le recevoir parce que tout le monde nous a demandé comment est-ce que c'est arrivé et vous êtes là. Alors, c'est avec une très grande joie que nous vous accueillons ici au Centre Africa, qui est un centre communautaire pour le monde africain de Montréal. Nous sommes une communauté missionnaire, les missionnaires d'Afrique, communément appelés les Pères Blancs, qui habitent dans cette maison. Donc, nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Je suis également partenaire avec André Manbombo dans le Centre canadien de sensibilisation à la mélanisme. Alors, nous sommes très fiers de vous accueillir parmi nous. Nous espérons que votre séjour a été agréable et nous espérons que cette rencontre aujourd'hui le sera également. Je n'ai pas vraiment grand-chose à vous dire, si ce n'est la plus grande joie que nous avons de vous accueillir. Nous espérons d'autres personnes qui vont bientôt se joindre à nous. Alors, je vous souhaite une bien bonne rencontre. Merci. Jean-Jacques Muyembe Tanfo, qui n'est pas une personne à présenter, mais je vais présenter brièvement un petit peu ce qu'il est pour ceux qui ne le connaissent pas aussi bien. C'était un de nos aînés à l'université Lovanium, il a fini quelques années avant moi. Je travaille en pharmacie, lui était en médecine bien sûr. Quelques temps après, il est parti en Belgique pour faire une spécialisation en virologie et il est revenu au Congo. Et il a été doyen de la faculté de médecine, le plus jeune doyen de la faculté de médecine de Kinshasa. Et après son mandat, il a pris en main l'INRB qu'il a transformé et qu'il a géré de façon exemplaire. Mais professeur Muyembe est venu à l'attention du monde entier avec les épidémies d'Ebola. Depuis les années 70, c'est le premier combattant contre ce virus et il va vous en parler. Alors, avant de lui passer la parole, je vais quand même présenter quelques personnes parce que, d'abord, Dr Michel Chrétien, avec qui je collabore depuis presque 36 ans, en fait. 35 souvent, mais c'est 36 ans, en fait. Le professeur Muyembe, pour qu'il puisse nous parler un petit peu de l'épidémie et de l'état de la situation dans cette épidémie. Cette occasion m'a été donnée par le professeur Michel Chrétien, avec notre ami Mbikaï, parce que nous voulons en fait créer un consortium entre nos deux institutions et d'autres institutions encore dans la perspective de la lutte contre l'épidémie, n'est-ce pas, de maladies à virus Ebola. Et chaque fois, nous avions maîtrisé cette épidémie. En 3-4 mois, l'épidémie était contrôlée. Donc la première épidémie, c'était à Yamboko en 1976. Là, vraiment, on ne connaissait pas cette maladie. Et j'ai été le premier scientifique à me rendre sur les lieux. Vraiment, j'ai risqué parce que, ne connaissant pas cette maladie, j'ai commencé à faire des prélèvements main nue. Et lorsque j'ai retiré, par exemple, l'aiguille de l'endroit où j'avais fait l'injection, le sang coulait et mes mains étaient souillées, etc.
Mais grâce donc à ces réflexes des bactériologistes, j'ai demandé de l'eau pour me laver les mains, etc. Et c'est ça qui m'avait sauvé. D'autant plus que quelques temps après, j'ai dû faire aussi des nécropsies, donc faire des prélèvements du foie chez 3 cadavres et perforer donc arriver jusqu'au foie, retirer, n'est-ce pas, les trocars, ça faisait couler aussi beaucoup de sang et on était vraiment souillé par ces sangs de malades. Mais heureusement, grâce donc à l'eau et au savon, nous lavions les mains et on était donc sauvés. Et cette épidémie avait duré à peu près 4-5 mois, elle était aussi maîtrisée. Et puis après, donc, grâce à un malade que j'avais donc ramené à Kinshasa, qui a failli donc créer une grosse épidémie dans la ville. Heureusement, ça a été vite maîtrisé en Ngaliema. Donc, le virus Ebola a été donc isolé à l'Institut de médecine tropicale, n'est-ce pas, d'Anvers. Et depuis lors, donc, nous avons presque oublié cette maladie. Et voilà, 19 ans après, l'épidémie éclate encore à Kikwit. Et à Kikwit, en 1995, les médecins ont cru que c'était une diarrhée due à des bactéries, que nous appelons donc la shigellose. Et alors, j'ai été aussi appelé par l'évêque de la place parce qu'il y avait des religieuses italiennes qui mouraient aussi. Et l'évêque était vraiment préoccupé par cette situation et je suis parti. Alors, nous avons discuté avec les médecins locaux pour décrire exactement comment cette épidémie est survenue à Kikwit. Et on est tombé sur un cas d'un laborantin qui était venu à l'hôpital général de Kikwit avec un ballonnement abdominal. Et les médecins ont cru que c'était une perforation intestinale. Ils ont donc fait la laparotomie, ils ont ouvert, mais ils ont trouvé que les intestins étaient en place. Il n'y avait pas de perforation intestinale. Et comme d'habitude chez nous, quand on ouvre comme ça, bon, on coupe l'appendice. Ils ont coupé l'appendice, ils ont refermé. Le lendemain, ballonnement abdominal. Les médecins ont dit, certainement, le fil qu'on avait mis autour de l'appendice a lâché et il y a donc hémorragie. On le ramène encore à la salle d'opération, on ouvre, voilà, le fil était en place. Alors, ils étaient donc désarçonnés, ils ont refermé. 2 jours après, ce laborantin est décédé. Et la religieuse qui s'occupait du pansement, etc., fait la fièvre, il décède. L'anesthésiste qui l'avait endormi fait la fièvre, maux de tête, la diarrhée, et puis décède aussi. Voilà. Donc, alors, moi, j'ai conclu, j'ai dit, si l'infection est acquise dans la salle d'opération à cause du sang, ça ne peut pas être une shigellose. Ça doit être autre chose que la shigellose. Donc, j'ai pensé à une fièvre hémorragique. Et pour confirmer cela, j'ai fait le prélèvement. J'ai encore envoyé à l'IMT Anvers. L'IMT Anvers a envoyé aux États-Unis. Et 3-4 jours après, on annonce qu'on confirme que c'était Ebola. Bon, voilà. Donc, c'est pendant cette épidémie de Kikwit que nous avons réalisé, mis en place donc, les stratégies de lutte que nous utilisons actuellement. Et en 3-4 mois, l'épidémie était donc contrôlée. Depuis l'épidémie de Kikwit, la fréquence des épidémies augmente. Et presque tous les 2 ans, 1 an, on a, n'est-ce pas, des épidémies. Donc après, la maladie est venue au centre du pays. C'est le Kasaï qui est donc atteint à Mouéka, 2007, 2008, 2009. Et puis après, c'est remonté au nord. C'est Isiro en 2012. Et puis la province de l'Équateur, l'ancienne province de l'Équateur, en 2014. Et en 2017, c'est la province orientale. Et en 2018, c'est la province de l'Équateur. Et en même temps, au moment où l'épidémie de l'Équateur finissait, on commence l'épidémie
n'est-ce pas, de l'Est. Et ça, c'est la première fois que l'Est est donc touché par Ebola. Donc, les gens n'étaient pas préparés. Et d'autant plus que il y avait au mois de mai, juin, il y avait une grève du personnel médical parce que manque de motivation, mauvais salaire, etc. Et puis, comme vous le savez aussi, cette région, c'est une région qui a connu le conflit armé depuis des décennies. Donc, la population est traumatisée. Et quand Ebola vient, maintenant, on fait une intervention vraiment musclée avec location de véhicules. Je crois qu'on a loué plus de 700 véhicules et le personnel médical ou le personnel d'intervention avec de bons salaires. Il y en a qui avaient $150 par jour, etc. Ça a créé un choc dans la population. Donc la population n'a plus suivi les stratégies des équipes de riposte. Ils ont commencé à parler de Ebola business, des choses comme ça. Donc la réticence au niveau de la population était là. Et en plus de cela, nous avons le groupe armé, l'ADF, le groupe donc, des Ougandais qui opèrent là-bas, qui font les attaques, n'est-ce pas? Et les Maïmaï également, ils font des attaques. Ce qui fait que vraiment, le contrôle de l'épidémie avait carrément échappé. L'épidémie était devenue incontrôlable. Et c'est ainsi que la présidente de la République a pris les choses en main parce que Ebola n'était plus un problème seulement de santé publique. C'est un problème qui concernait plusieurs ministères. Donc la sécurité, le ministère de l'Intérieur pour la sécurité, le ministère de la Défense, il faut le budget, etc., etc. Donc il fallait donc une autorité supérieure pour pouvoir donc réunir tous ces ministères et organiser dans la lutte. C'est ainsi donc que la présidence a pris les choses en main et a nommé un comité technique, un secrétariat technique, et on m'a nommé donc à la tête de ce secrétariat technique depuis maintenant 3 mois. Et il fallait donc revoir les stratégies ou renforcer ou améliorer, n'est-ce pas, nos stratégies et surtout la qualité de nos interventions. La première chose qu'il fallait faire, c'est vraiment à chercher l'adhésion de la population. Et pour cela, nous avons plutôt favorisé l'engagement des locaux, donc des jeunes gens qui parlent la langue nandais, qui peuvent s'introduire dans la communauté et qui sont reconnus par les leurs. Donc ces jeunes gens vont s'occuper de la vaccination, de la surveillance épidémiologique et même de la prise en charge des décès, n'est-ce pas, dans la communauté. Et également, donc, nous avons plutôt favorisé l'ancrage, n'est-ce pas, de la lutte dans les systèmes de santé existants. En fait, le président, quand il m'a nommé, il m'a demandé 2 choses. Premièrement, donc, terminer cette épidémie le plus rapidement possible. Et la deuxième chose, c'est capitaliser tous les acquis que nous aurons dans cette épidémie pour renforcer les systèmes de santé. Alors, pour le moment, donc, nous sommes presque au bout du tunnel. Les choses ont beaucoup changé. Par exemple, au début, il y avait 3 provinces qui étaient atteintes, le Sud Kivu, le Nord Kivu et l'Ituri. Maintenant, le Sud Kivu n'a pas d'épidémie, l'épidémie a été maîtrisée. Au Nord Kivu, Goma, c'est maîtrisé. Le Beni, Butembo, Mangina, c'est maîtrisé. De temps en temps, il y a des cas, mais ce sont des cas qui sont importés, qui viennent de l'Ituri et qu'on amène donc, n'est-ce pas, au Nord Kivu. Mais ce n'est pas une infection autochtone. Et donc, l'épidémie maintenant est localisée en Ituri. Et notre stratégie maintenant, c'est
de retrouver ce virus qui est retranché là-bas et mettre tous les moyens, la vaccination, et donc la surveillance, renforcer la surveillance et mettre les circuits de soins pour que vraiment la transmission soit vite interrompue dans cette province de Ituri. Bien sûr, nous faisons toujours face à une résistance de la population et également aux menaces, n'est-ce pas, des groupes armés. Et donc nous pensons que d'ici la fin du mois de novembre, tout sera donc sous contrôle et certainement fin décembre, on va déclarer, même avant la fin décembre, on va déclarer la fin, n'est-ce pas, de cette épidémie. Madame, Monsieur, bonsoir, ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Dès le départ, il avait dit l'Ebola est revenu. Il avait déjà été contrôlé, puis il est revenu. Mais là, ça me fait peur parce que je me dis, ça peut revenir. Que des mesures sont-elles prévues à cet effet de vaccination, des choses comme ça? Et puis, je sais aussi que la pratique de la médecine, comme celle de n'importe quel métier de travail humain, c'est une rencontre médecin-patient. Est-ce que le patient sait à quel moment il peut se présenter chez les spécialistes pour être soigné? Y a-t-il un service qui s'occupe de ça? C'est comme indicateur. Merci. Oui, donc comme vous avez vu, donc, les épidémies d'Ebola se suivent et deviennent de plus en plus fréquentes. Nous pensons que cela est dû au fait que la population recourt de plus en plus à la viande de brousse comme source de protéines. Et peut-être aussi le fait que nous avons amélioré nos capacités de détection, notre façon de faire la surveillance des maladies. Bon. Alors, nous traitons les cas Ebola dans les centres que nous appelons le centre de traitement Ebola. Et pour que le malade arrive là-bas, il faut faire le diagnostic de départ. Et au départ, donc, les premiers signes, on ne peut pas faire la distinction entre les palus et Ebola. Donc, le malade va se présenter avec la fièvre, maux de tête, parfois des diarrhées, douleurs musculaires, douleurs aux articulations. Mais le médecin qui voit le premier cas, il va dire ça c'est un cas de paludisme ou bien de fièvre typhoïde. Il va donc traiter comme tel. Mais le fait que ces semblants donc de paludisme entraînent beaucoup de décès dans la communauté et qu'on voit que ceux qui ont traité, ceux qui ont touché ces malades développent la maladie, là il faut penser à autre chose que le palud. Ça vous donne déjà, ça vous ouvre une piste pour savoir que ce n'est pas le palud, ça peut être une maladie plus dangereuse que le palud, et donc les fièvres hémorragiques Ebola. Voilà donc comment nous arrivons à orienter notre raisonnement vers une maladie beaucoup plus grave. Alors on fait le prélèvement et nous sommes maintenant équipés. On a fait les transferts de technologies, on a formé les techniciens. Nous sommes maintenant équipés de faire les diagnostics de cette maladie nous-mêmes. L'INRB est vraiment équipé, peut faire donc les diagnostics d'Ebola. Dans le temps, nous envoyons des échantillons aux États-Unis et ailleurs. Maintenant, nous faisons tout sur place. Et donc, les médecins, nous avons également développé un traitement. Avec NIH, INRB NIH, nous avons mis au point un traitement, un anticorps monoclonal que nous appelons le MAB 114. Et vous donnez ce traitement, surtout que si le malade arrive à temps, 95% des cas ou 90% des cas, il sera guéri avec ce traitement-là. Et ça c'est donc une innovation que nous avons introduite au cours de cette épidémie. Alors merci, je suis à la fois ému et honoré de participer à cette réunion, et encore plus ému de vous adresser la parole. Je m'identifie souvent, mon frère on l'appelle le petit gars de Shawinigan,
Moi, je suis le petit frère du petit gars de Shawinigan. Et j'ai eu la grande chance, une des grandes chances de ma vie a été de travailler avec mon copain de Thomas Boubiquet depuis plus de 35 ans. Quand on s'est rencontrés la première fois, c'était pour faire de la science dans le domaine que j'avais développé. Loin était de notre esprit de savoir que dans 35 ans plus tard, on travaillerait sur l'Ebola, qui est une maladie qui affecte son pays d'origine. Donc c'est un hasard extraordinaire qui me donne la possibilité à moi de participer à cette riposte et avec Majambou, qu'on puisse participer à cette riposte tout à fait par hasard. Majambou et moi travaillons sur une famille d'enzymes qui fabrique des hormones de l'hypophyse, comme l'insuline. Donc c'est très loin des maladies infectieuses, mais comme on travaille dans un institut que je présente actuellement, l'IRCM a été créé en 1977 par le docteur Jacques Genet, donc on a 52 ans. J'ai eu l'honneur d'en diriger les destinées pendant 10 ans et la grande possibilité d'y travailler depuis 50 ans. Alors, l'Institut est un modèle de recherche médicale où la liberté académique est entière, ce qui fait que quand Majambou, il y a à peu près 12 ou 15 ans, m'a donné une idée, a transmis une idée de développer une piste ensemble sur les maladies infectieuses, c'est grâce à lui qu'on est allé dans cette voie-là. On a commencé par la malaria et on est arrivé avec l'Ebola, avec lequel, disons, on a peut-être des éléments de solution qui, grâce à la bonne volonté et à l'acceptation du professeur Moyembe, vont être mis à l'essai dans les mois qui viennent. Docteur, bonjour et merci de nous accorder ce petit moment. En fait, ma question est très simple. Je me réfère un petit peu à ce que M. Kadambi a mentionné. Pour moi, l'importance, c'est le pourquoi. En fait, voici donc ma question. Les personnes infectées sont encore contagieuses après leur décès. Le constat, les infections lors des rites funéraires sont d'ailleurs fréquentes. Ça, vous l'avez d'ailleurs souligné. Autre chose, selon l'OMS, qualifie cette maladie donc d'une maladie des plus virulentes, en fait, au travers le monde. Ce que j'ai constaté, vous allez me corriger, le réservoir, vous avez parlé ici du singe, moi j'ai vu ici chauve-souris. Chauve-souris qui se transmet, et en fait qui contamine le singe, et vous l'avez bien précisé, singe vers en fait l'humain. Le test, comment? Non, continuez, la pression, non. Le singe vers l'humain par soit quand on va dépecer ce singe-là, le sang, ou encore dans la nourriture. Ça, c'est ce que j'ai eu comme information. C'est possible que ce soit fait. Maintenant, le test comme tel qui est détecté, c'est ELISA. Ce que j'ai eu comme information, ELISA, E-L-I-S-A. Ce même test-là que l'on fait pour le sida aussi. Situation quand même bizarre. Alors maintenant, voici ma question. Comment expliquer l'émergence de ces maladies toujours dans le continent, en Afrique, Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, par période? Et comment expliquer qu'ailleurs dans le monde, où les chauves-souris également existent, on n'en entend pas parler? Alors là, je m'arrête ici. Ma question est celle-ci, elle est peut-être bête. Est-ce que s'agirait-il pas d'une invention quelque part des laboratoires? Voici ma question, merci. Voilà, donc disons, bon, les moustiques, il y a plusieurs espèces. Hein. L'espèce qui est ici, ce n'est pas l'espèce que nous avons hein, en Afrique ou au Congo. Donc, cette espèce ne peut pas donner le paludisme. Mais le paludisme existait dans les temps. Hein, et cette espèce-là a été sans doute éliminée. Et donc, vous n'avez plus de... Donc, je vous ai dit que l'Ebola, pour le moment, nous ne connaissons pas les réservoirs. On a soupçonné donc les chauves-souris, mais en tout cas, nous avons dans notre laboratoire plus de 10 000 échantillons. Jusqu'à présent, tout est négatif. Nous n'avons pas de preuves que les chauves-souris est le réservoir du virus. Alors, pourquoi c'est seulement en Afrique et pas en Europe ou bien aux États-Unis?
Mais c'est tout justement parce qu'il doit avoir un réservoir qui est adapté à l'Afrique, hein, au continent africain. Certainement un animal ou bien un insecte qu'on ne trouve pas ailleurs. Mais une fois que la maladie est introduite dans la communauté, donc la transmission se fait de personne à personne, en ce moment-là, il n'y a aucun pays qui est épargné. Vous avez vu en 2016, hein, la maladie s'est introduite aux États-Unis, en Grande-Bretagne, je crois en Espagne aussi, vous voyez, parce que la transmission se fait maintenant de personne à personne. Vous touchez les sangs, vous touchez les salives, vous touchez les urines des malades, vous attrapez donc Ebola. Donc Ebola n'est pas quelque chose qu'on a fabriqué au laboratoire. Ça, ce n'est pas possible parce que, vous voyez les épidémies, pourquoi l'épidémie va éclater en RDC, donc en 1976, c'était deux épidémies simultanées. Au Sud-Soudan, hein, à Maridine, Zara, etc., Sud-Soudan, et à Yamboku, chez nous. Au Sud-Soudan, c'est en juin, et Yamboku, c'est en septembre. Bonsoir, ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer.